Bonsoir à tout le monde. Alors, je suis Guillaume Laforge, donc je suis développeur advocate chez Google. Je suis aussi Java Champion et donc je suis le cofondateur de Apache Groovy, langage de programmation. Et aussi, et c'est pour ça que j'ai envie de parler de Micronaut, je suis aussi un des membres ils appellent ça Technical Advisory Board, c'est une sorte de meeting régulier pour donner un petit peu les grandes directions, en tout cas pour l'avenir de Micronaut. Et comme je travaille chez Google, alors je change juste de casque parce que j'ai presque plus de piles, désolé. Je travaille chez Google, je me focalise sur les technologies serverless de Google, donc tout ce qui est App Engine, Cloud Function, Cloud Run, etc. Je vais vous montrer comment développer et déployer des applications, des fonctions, des containers, etc. avec Micronaut sur un Google Cloud. Alors, hop. Attends, je crois que j'ai arrêté le sharing, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait, bon, j'ai dû faire une mauvaise... Ok. Alors, hop. Donc, je disais, ça doit être un raccourci. 3 chapitres dans cette présentation. Donc, d'abord, une présentation de Micronaut, ce que c'est, ce que ça fait, etc. Donc, Micronaut, c'est quoi? C'est un... Alors, d'ailleurs, je voulais mettre la date et j'ai oublié de la rajouter. C'est un framework qui a été lancé assez récemment, qui a 3 ans, ouais, au moins 3 ans. Maintenant, je crois, je ne sais plus. Donc, c'est un framework pour créer des microservices. Donc, c'est par rapport à ceux qui connaissaient, vu que je parlais aussi il y a longtemps de frameworks comme Grails, etc., qui sont plus des web frameworks, des frameworks web. On peut faire du web, évidemment, avec Micronaut, mais à la base, il a été pensé comme un système pour faire des applications, des microservices. On peut faire aussi des applis en ligne de commande, même avec Micronaut. Donc, c'est un framework un petit peu générique pour tout un tas de types d'applications. Le truc qui fait son originalité, c'est l'utilisation en fait d'un... Parce que du coup, je l'ai fait en anglais, je ne sais plus, je voulais traduire à la volée un processeur d'annotation, on va appeler ça comme ça. Traduction un petit peu littérale, qui en fait va faire tout un travail au moment de la compilation de votre projet, au lieu de le faire au runtime. Donc, c'est-à-dire, au lieu de faire tout plein de choses par réflexion au démarrage de votre application, en fait, c'est très intelligent et ça se fait à la compilation. Donc, quand on compile son projet, ce qui fait que on va avoir des démarrages super rapides pour une application ou un microservice Micronaut, parce que justement, le gros du boulot est fait à la compilation et non pas au runtime, au démarrage. Et donc, ça a été créé par mon ancien collègue et ami Graham Rocher, qui était le cofondateur du framework Grails il y a de nombreuses années. Et Micronaut, en fait, ça se base sur les bonnes leçons, les bonnes choses qu'on a apprises sur Grails, mais aussi sur Spring, puisque à l'époque, on travaillait aussi avec l'équipe Spring quand on était encore chez Pivotal et VMware, etc. Hop, next slide. Donc, qu'est-ce qu'on peut créer avec Micronaut? On peut créer des microservices, on peut faire des applications microservices serverless, on peut héberger pas que sur Google Cloud, mais aussi sur d'autres plateformes concurrentes. On peut faire des applications plutôt orientées messages avec, par exemple, du Kafka, du RabbitMQ, des choses comme ça. Oui, ce que je disais tout à l'heure, on peut faire aussi des outils en ligne de commande. On peut faire des applications mobiles Android, j'ai jamais essayé avec. Tout ce qu'on peut faire avec un static void main, on peut faire aussi avec Micronaut. Et petite originalité, par exemple, par rapport à Grails à l'époque, qui était, enfin je dis à l'époque, ça existe toujours Grails, mais vu que c'était ce sur quoi mon ami Graham Rocher avait travaillé avant, où on pouvait utiliser que Groovy pour faire du Grails, là par contre, il y a vraiment 3 langages qui sont les langages
favoris quoi, pour développer toutes ces choses-là avec Micronaut. Donc, il y a Java. Moi, je vais utiliser Java ce soir, mais j'aurais très bien pu utiliser Groovy ou Kotlin. Donc, il y a un support pour ces trois langages-là. Je ne sais plus si je le dis après ou pas, non. Donc, autant sur Java et Kotlin, donc on utilise, je vous disais tout à l'heure que c'est un système de processeur d'annotation. Sur Groovy, c'est un autre système, c'est les transformations d'AST, mais encore une fois, c'est les choses qui se passent au moment de la compilation et non pas au runtime. C'est deux approches un petit peu différentes, mais qui font au final la même chose, vu que c'est à la compilation, donc que ce soit Java, Groovy ou Kotlin. En termes de fonctionnalité, donc pour ceux qui connaissent Spring Boot, c'est très proche quand même de Spring Boot. Donc c'est un modèle de programmation, je dirais, orienté annotation. Donc on met des annotations un peu partout. On va dire, ça c'est un contrôleur. Ce contrôleur-là, si c'est contrôleur de microservices HTTP web, on va lui dire, bah, tiens, toi tu prends une méthode post. Donc on va annoter avec des annotations un petit peu partout. Un truc qui est pas mal fichu aussi, c'est quand on doit invoquer d'autres services avec Micronaut. En fait, il y a un système déclaratif qui permet de générer en fait à la compilation des classes, des interfaces qui correspondent aux services qu'on veut appeler. Donc, on a vraiment l'impression d'utiliser une classe ou un objet local, mais en fait, derrière, de manière transparente, en quelque sorte, il y a un client HTTP qui va discuter avec les services qu'on invoque. Il y a toute une intégration avec plein de projets open source ou de choses autour de cloud native, donc tout ce qui est découverte de services, service discovery, distributed tracing, et puis le support, comme je disais, ça tourne bien sur GCP, mais vous pouvez faire aussi de l'Azure, de l'AWS, etc. Les différents, en tout cas les cloud providers principaux les plus connus sont supportés. Au niveau de l'accès aux données, donc il y a des intégrations comme dans Grails avec Gorm qui permettent de faciliter l'accès aux données. Quoi d'autre? Ah ouais, un autre truc assez différenciant, je trouve, c'est vu que des services, des apps, etc., Micronaut démarrent super rapidement. En fait, quand on crée des tests, j'ose pas dire tests unitaires, parce que ce n'est pas vraiment du coup des tests unitaires, mais en fait, on teste la vraie application Micronaut et pas... Parce qu'on lance un serveur, enfin les tests automatisés vont lancer un serveur qui font tourner la vraie application et non pas émuler le fonctionnement de l'application. Donc du coup, vous êtes plus confiant sur ce que votre application fait et comment elle est testée. Il y a aussi une intégration avec OpenAPI, anciennement Swagger, pour exposer en fait la documentation d'une API REST que vous développez. Donc il y a cette intégration-là qui est intéressante. Je vais vous montrer, donc là c'est le screenshot, mais je vais vous montrer aussi en live ici. Je vais mettre peut-être un petit peu plus gros, ça va, on voit bien, on devrait bien voir. Il y a, donc quand vous allez sur le site web de Micronaut, donc c'est micronaut.io, blablabla, accept, mais il y a un petit bouton launch ici, c'est une sorte de launcher. Qui permet, non, c'est celui-là que je voulais fermer, qui permet en fait de créer un scaffolding, un template de projet basé sur Micronaut. Donc, par exemple, je veux créer une application Micronaut, je veux créer une appli en ligne de commande, je veux faire une fonction pour une solution serverless. Je peux sélectionner aussi la version que je veux utiliser de Micronaut, la version de Java, de Groovy, de Kotlin que je veux utiliser, le nom, avec quoi je veux builder, puisqu'on peut builder avec Gradle, la version, le DSL Kotlin pour Gradle aussi, ou on peut builder aussi avec Maven. Pour les tests, on peut utiliser JUnit, Spock, ça vient du monde Groovy, mais on peut l'utiliser aussi même si on crée son application en Java. Spock, c'est quand même ma solution préférée pour faire des tests, et également Cotest, c'est un framework pour Kotlin. Et ce que j'aime bien, il y a aussi, donc, quand vous cliquez sur Features, en
fait, il y a plein d'intégrations qui sont disponibles. Donc, par exemple, le support de GraphQL, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est sympa, différentes librairies de cache quand vous voulez intégrer le cache dans vos applications Micronaut. Cloud, qu'est-ce qu'on a? Bref, support de Kubernetes, des différentes bases de données, si vous voulez faire du JPA, etc. Il y a tout un tas d'intégrations super utiles, du Neo4j, etc., etc. Donc, on peut rajouter, ou si je vais peut-être en sélectionner quand même une juste pour vous montrer ce que ça fait. Donc, par exemple, je rajoute support GraphQL, jamais testé. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est on peut même voir un div, c'est-à-dire par rapport à une application de base, qu'est-ce que ça va rajouter. Ça va rajouter le set dépendance. Là, moi, j'ai sélectionné Gradle par défaut. Donc là, on voit que ça rajoute une dépendance sur l'intégration, enfin sur les jars, etc., de l'intégration GraphQL. Bon, là, il faudrait sélectionner plus de fonctionnalités pour voir plus de différences. On peut voir Preview, on va voir ce que ce générateur de projet va générer. Donc, les sources, les tests, les ressources. Donc, je sais pas, par exemple, hop, l'application, le build que ça va générer. Et après, vous avez le bouton Generate Project. Donc, soit vous récupérez un zip de votre template, votre coquille vide de projet, soit, alors il y a aussi en ligne de commande, il y a un outil en ligne de commande qui s'appelle, c'est MN en ligne de commande, pour pouvoir créer ces applications, ou aussi, ça peut vous pousser votre template de projet directement sur un repository GitHub. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool pour démarrer, en tout cas, avec Micronaut. Alors, je reviens ici sur mes petites slides. Voilà. Il y a aussi une intégration dans Visual Studio Code. Donc, il y a une extension spécifique qui est intégrée. Alors, je ne l'ai pas trop utilisée, donc je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Oups, pardon, je vais aller trop vite. Je ne sais pas exactement trop ce qu'elle fait, mais il y a aussi le support, parce qu'on peut faire, je n'ai pas mentionné ça encore, mais on peut faire des applis natives avec GraalVM. Donc, il y a aussi ce support-là et qui est aussi intégré dans l'extension pour Visual Studio Code. Donc, quelques mots sur un peu le pourquoi du comment on en est venu à créer ce framework-là. Donc, si on regarde les frameworks existants, hier, on va dire, on avait tendance à déployer des applications, que ce soit Spring, Java EE, etc., sur des serveurs d'applications. Le serveur d'application, on le lançait une fois, mais on ne le relançait pas genre toutes les 10 secondes. Et le problème, en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus dans des environnements où, par exemple, justement avec le serverless, où on va scaler en fonction de l'usage qu'il y a de votre application. Et en fait, quelque chose qui va être de plus en plus important, ça va être, par exemple, la consommation de mémoire ou la rapidité à démarrer. Autant sur les anciens serveurs d'application, etc., bon, on ne le redémarrait pas tout le temps, donc une fois que ça tournait, c'était bon. Autant là, surtout dans ces environnements-là, nouveaux, serverless et tout, on a envie de démarrer beaucoup plus rapidement pour qu'il n'y ait pas de latence quand il y a par exemple des cold start, c'est-à-dire quand il n'y a pas de serveur, pas d'instance qui fait tourner votre application, et du coup, on veut pouvoir servir la première requête qui arrive directement le plus rapidement possible, sans avoir un coût au démarrage. Et en fait, souvent, ces problèmes de consommation mémoire, de démarrage lent, c'est fait, ça vient de tout un peu ce bagage basé sur la réflexion pour essayer de créer le wiring, comme on dit ça, quand on configure les différents bins, les différents services entre eux. Il y a aussi des frameworks qui font pas mal de choses, de genre de génération de bytecode pour créer des dynamic proxy, et aussi qui font du class loading dynamique. Et donc, tout ça au runtime. Tout ça, ça a un coût. Mais malgré tout, on aime bien quand même le niveau de productivité qui est offert par ces frameworks basés sur des annotations. Mais c'est vrai que ces frameworks-là avaient tendance, que ce soit Java, Spring, etc., ont
eu tendance quand même à utiliser beaucoup la réflexion pour trouver, ah oui, il faut que je cherche toutes les classes qui sont annotées avec telle annotation pour que je sache que ah ben ça, c'est un contrôleur web, ça, c'est un, je sais pas, c'est un service, etc. Donc, Graham Rocher, quand il a créé Micronaut, il voulait améliorer ça tout en gardant ce même niveau de productivité, ces modèles de programmation basés sur les annotations, mais en ayant une consommation mémoire réduite et en ayant une performance de démarrage bien améliorée. Donc, c'est aussi lié au problème de Java en soi, dans le sens où la réflexion est assez lente. Il y a aussi, si on regarde l'API des annotations, l'API des annotations est éventuellement un peu limité, par exemple aussi du fait de la type erasure de Java. Si on veut faire, je ne sais plus si j'ai un... Non, je n'ai pas d'exemple dans mes démos là-dessus. Si on veut faire de l'injection en fonction, par exemple, d'un type générique, on ne peut pas le faire à cause de la type erasure, vu que dans le bytecode, on ne sait pas quel est le type qui sert à paramétrer un autre type ou une collection. Donc, tout ce qui est class path scanning, c'est aussi assez long. Il y a aussi tous les caches quand on utilise la réflexion. Java, au démarrage, dès qu'on commence à utiliser la réflexion, va créer des caches pour toutes les classes et les méthodes, etc., dont on a besoin, alors que peut-être on a besoin juste d'un petit truc, et que le reste pourrait se faire au fur et à mesure. Et voilà, le class loading qui est généralement coûteux un petit peu en temps. Donc c'est vrai que ces problèmes, ce n'est pas que de la faute des frameworks, ça vient aussi de la nature un peu intrinsèque de Java, même si Java continue d'évoluer et d'améliorer les choses, évidemment. Là, on a vu avec la sortie de Java 17 ces derniers jours. Et donc l'autre aspect pour améliorer encore plus la consommation mémoire et aussi le démarrage, le startup time, aujourd'hui, il y a une mode autour de GraalVM qui permet de créer des binaires natifs pour son code Java. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de réduire déjà la consommation mémoire vraiment pas mal. Donc, un petit Hello World, au lieu de faire, je sais pas moi, 100 mégas, même s'il fait rien du tout, on peut réduire à 18 mégas, je crois, enfin, j'ai pas remesuré. 18 mégas de consommation mémoire pour des petits services, donc on peut en mettre plus dans une même machine éventuellement. Le startup time, vu que c'est un binaire natif qu'on exécute, on n'a pas le démarrage de la JVM. Donc je vous le montrerai ça tout à l'heure dans mes démos, que quand on démarre l'application normalement, de manière classique, ça va peut-être mettre 600 millisecondes à démarrer, une application Micronaut. Mais par contre, si on crée un binaire natif avec GraalVM, ça va être de l'ordre de, je sais pas, 10 millisecondes, 20 millisecondes. Quoi d'autre? Donc, c'est plus léger aussi, les binaires qu'on va créer. Donc, c'est pas juste une consommation mémoire plus petite, mais au lieu de créer, par exemple, des containers qui pèsent tout de suite assez lourd parce qu'il y a le runtime Java avec, etc. Donc, au lieu, même si on prend des Alpine, des choses comme ça, ça prend quand même, je ne sais pas trop quelle est la taille mini d'une appli Java avec Alpine et tout, mais bon, en tout cas, par rapport à ce qu'on peut faire avec un binaire natif, évidemment, c'est plus gros. Donc, le binaire natif va vraiment prendre beaucoup moins de place. Et donc, ah oui, j'ai oublié de mentionner, mais Graham Rocher, il a rejoint il y a, je sais pas, un an ou deux, Oracle Labs. Donc, c'est eux qui font aussi GraalVM, justement. Donc, ils travaillent avec les ingénieurs de GraalVM sur des améliorations, pas que des améliorations spécifiques à Micronaut, mais aussi des améliorations qui vont bénéficier à tous ceux qui utilisent GraalVM et cette approche, en tout cas, basée sur GraalVM, donc par exemple Quarkus ou autre. Et aussi le fait que ils travaillent de manière très proche avec ces équipes-là et que Graham a créé et son équipe une intégration très forte. Micronaut simplifie aussi l'utilisation de GraalVM parce que encore aujourd'hui, ça reste assez compliqué de faire des applis
qui utilisent après GraalVM parce que il y a tout un tas de choses à configurer pour que ça tourne bien, parce que des fois, il va quand même y avoir de la réflexion, donc il faut dire que ça, c'est réflexif, etc. Alors que là, quand on fait une application avec Micronaut, il y a quelques annotations à faire et lancer les bonnes. Par exemple, moi, j'utilise Gradle dans mes démos, utiliser la bonne commande et ça va faire ce qu'il faut. On n'a presque rien ou rien à configurer pour utiliser GraalVM. Donc, ça rend GraalVM beaucoup plus utilisable qu'il ne l'est. Même si, au fil des versions, GraalVM s'est beaucoup amélioré et ça devient plus facile d'utiliser GraalVM, ça reste quand même encore, voilà, pas forcément trivial aujourd'hui. Donc voilà pour mon intro à Micronaut. Donc après, on va le voir concrètement dans le chapitre 3 avec des démos quand je vais déployer tout ça. Mais je vais déployer tout ça sur quoi? Sur les solutions serverless de Google Cloud Platform. Donc je vous fais une petite intro aussi sur ce qui existe côté Google Cloud. Donc Google Cloud, c'est quand même assez connu. Je crois que j'ai pas remis à jour les chiffres, mais ils devraient être à peu près corrects. Donc, il y a plein de régions, de data centers, de zones, etc., aux quatre coins de la planète. 25 régions, 116 zones, des edge locations, des points d'accès, etc. Ce qui fait que sur GCP, on a quand même un super réseau avec un super débit. Et on a une pléthore de services, de produits, d'app pour faire du machine learning, que ce soit tous les trucs de networking, etc. Et aussi, côté, si on se focalise juste sur la partie compute, c'est cette, je ne sais plus quel est, voilà, le petit icône pour avoir les petits trucs rouges là. Si on se focalise juste sur la partie compute, il y a trois produits, moi, qui m'intéressent. App Engine, Cloud Run et Cloud Functions. Cloud Functions, c'est pour, je vous le dis, je crois, dans le slide suivant. Cloud Functions, c'est pour faire du function as a service. On déploie des petites unités de code. Donc, ce n'est pas des applications entières, c'est juste une fonctionnalité, on va dire. Donc, c'est function as a service. Donc, on déploie ça sur Cloud Functions. Après, on peut déployer des apps, donc des applis web essentiellement. Donc, côté App Engine, on appelle ça plutôt des services que des fonctions, mais c'est un peu la même, plus ou moins la même granularité. Et une application App Engine, en fait, peut être composée de plusieurs services. Les services peuvent éventuellement même être des applications indépendantes, même écrites dans différents langages éventuellement. Donc, App Engine, c'est un peu l'ancêtre du serverless, que c'était une solution serverless avant même que le terme serverless ait été créé. Ensuite, côté container, donc là, c'est là où c'est nouveau, c'est le produit Cloud Run, donc qui a été sorti il y a 2 ans maintenant, qui permet en fait de containeriser et de faire tourner des applis containerisées à la sauce serverless, donc avec scalable, etc., auto-scaling et tout. Et justement, donc les caractéristiques de serverless, c'est quoi? Donc il y a 2 prismes au travers desquels on peut voir ça. Déjà, ce qui est sympa avec le serverless, c'est qu'on n'a pas à se soucier de la partie management de l'infrastructure, de provisionner les serveurs, etc. Tout ce qui est au niveau sécurité, les patchs sont appliqués automatiquement par le cloud provider. Et c'est aussi une utilisation basée en fait sur un paiement à l'usage. Donc on va payer proportionnellement à l'utilisation. Donc s'il y a 10 utilisateurs et qu'on passe à 20 utilisateurs, on va grosso modo payer 2 fois plus cher, etc. Côté modèle de programmation, donc là, c'est plus une approche orientée service. Donc, ça tombe bien, des fonctions, etc., des containers sous forme de service. On fait plus aussi d'architecture orientée événements, parce qu'on réagit à des événements qui viennent de l'environnement cloud, que ce soit, je ne sais pas moi, un nouveau fichier dans un bucket sur Cloud Storage, que ce soit un nouveau document dans une base de données comme Firestore. Et puis aussi, l'autre truc important, il faut programmer de manière stateless, donc même si on utilise des bases de données hostées, etc., en tout cas, le container, l'app, la fonction doit être stateless parce que, justement, comme il y a un scaling automatique, il se peut qu'à un moment, si vous avez 0 trafic, et vous n'avez que des pics de trafic, genre, je ne sais pas, tous les jours à 8 heures ou à 9 heures, parce que les gens se connectent à 9 heures, mais à minuit, il n'y a plus personne, parce que c'est la journée de boulot est finie, peut-être qu'il n'y aura plus aucune instance, aucun serveur qui va faire tourner votre application. Et du coup,
tout état qui pourrait être en mémoire de ce service va disparaître. Donc la prochaine fois qu'une requête va arriver, ça va relancer un nouveau service qui n'aura pas forcément qui n'aura rien en mémoire à ce moment-là. Donc, Cloud Functions pour déployer des fonctions, App Engine pour développer des applications web, des API REST, etc. Cloud Run, je dirais, c'est presque un peu pour tout le reste, c'est tout ce qui est HTTP, mais qu'on veut containeriser. Donc sur Cloud Functions, moi je trouve ça sympa parce que j'appelle ça un peu la glue, c'est le truc qui des fois permet de faire interagir tout un tas de services ou d'API entre elles, etc., ou de réagir à des événements, ça se fait super bien. Donc moi je vais l'utiliser en Java, mais je crois qu'il me manque un langage d'ailleurs que j'ai dû oublier. Donc, il me semble qu'il y en a 7. Bref, peu importe. Donc c'est top pour faire des webhooks, pour faire de l'IoT et réagir à des événements qui viennent de sensors, de choses comme ça. Il y a 2 types de fonctions qui existent. Donc les fonctions HTTP, c'est-à-dire celles qui reçoivent des requêtes HTTP, et aussi donc background event, c'est celles qui reçoivent vraiment des événements, comme je disais tout à l'heure, par exemple un nouveau fichier qui est arrivé dans Cloud Storage, dans un bucket. Cloud Functions peut faire appel à toutes les API, tous les services évidemment de GCP, et c'est aussi ce qui est utilisé, par exemple, il y a une intégration dans Firebase si vous faites des applications mobiles, etc., ou si vous faites des chatbots avec Google Actions on Google, ou des chatbots avec Dialogflow. Il y a une intégration aussi avec Cloud Functions pour faire l'interaction en fait avec les personnes qui interagissent avec son chatbot. C'est pas mal utilisé. Donc, Cloud Functions, c'est chouette pour tout ce qui est orienté événements, pour faire des webhooks, pour faire tout ce qui est asynchrone. Par contre, je ne l'utiliserai pas forcément pour faire du web, quoi, parce que c'est pas fait pour, c'est plus pour de l'asynchrone qu'autre chose, pour vraiment interagir plutôt avec des événements. Il y a plus de cold start parce qu'au niveau de concurrence, il n'y a qu'une instance d'une fonction qui peut traiter une requête entrante ou un événement entrant. Donc ça veut dire qu'il y a plus de cold start parce que s'il y a plein de requêtes qui vont arriver, on va lancer autant d'instances des fonctions. Quoi d'autre? Après, voilà, si vous voulez utiliser, je sais pas, un autre langage, mais bon, aujourd'hui on parle de Java, même si vous voulez faire du Rust, bah, c'est moins adapté vu qu'il y a juste un nombre limité de runtime qui sont disponibles. Première solution. Deuxième solution, c'est App Engine. App Engine, donc, qui est disponible dans plein de runtime différents aussi. On va utiliser Java 11. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va sortir, mais vu que là, Java 17 est sorti, que c'est la nouvelle version LTS, on devrait bientôt, je pense, avoir une version Java 17 pour App Engine. Dans les trucs cool avec App Engine, c'est que tous les services qu'on déploie dans une application App Engine, ils peuvent être aussi versionnés. On peut avoir autant de versions, même qui sont servies en même temps pour un service App Engine, et ce qui peut permettre aussi de faire tout ce qui est A/B testing, Blue-Green Deployment, Canary Deployment, etc. Parce qu'en fait, on peut balancer sur différentes versions, par exemple, d'un service. Un autre truc sympa, c'est l'intégration des custom domains qui se fait très très bien. Et l'autre truc que je trouve cool aussi, c'est, dans ma démo, je vais utiliser ça d'ailleurs, c'est tout ce qui est asset statique. En fait, il y a un CDN qui est intégré à App Engine, ce qui fait que c'est important, par exemple, pour le cold start, quand vous faites une appli, tout ce qui est appli PWA, etc., vous avez plutôt des static assets qui vont discuter avec l'API, avec le back-end. Et ben, la perception de cold start, même s'il pouvait y avoir un cold start potentiel qui arrive sur votre application, en fait, tout ce qui est static asset, votre front-end, votre HTML, etc., va être servi à partir d'un CDN. Et ce qui fait que ça va être servi directement et l'utilisateur ne voit pas forcément que l'appli derrière va peut-être prendre 500 millisecondes à démarrer, par exemple. Donc ça, je trouve ça assez cool comme fonctionnalité. Donc c'est très bien pour tout ce qui est web, appli web, etc. Ce qui a besoin de scaler super rapidement vers 0 ou vers l'infini et au-delà.
Pour la petite histoire, enfin, ils n'utilisent pas que App Engine, ils utilisent plein d'autres choses, Snapchat, mais Snapchat, le front-end web et tout ça, ça tourne quand même sur App Engine. Donc, c'est un truc qui marche vraiment bien. Dans les contraintes après, bah, et ça c'est un des avantages, on va voir, de Cloud Run, ce qui est WebSocket, HTTP2, gRPC Streaming ou Server-Side Events, par exemple, on ne peut pas le faire avec App Engine ou avec Cloud Functions aujourd'hui. Mais ça va être un des avantages de Cloud Run, vu que ça, on peut le faire. Donc, si vous avez une telle contrainte, genre, vous voulez faire un chatbot, pas un chatbot, un logiciel de chat ou je ne sais quoi, vous utiliserez sans doute pas App Engine, et là, vous irez plutôt vers Cloud Run. Donc, en parlant de Cloud Run, donc Cloud Run, donc c'est une nouvelle manière en fait de faire du serverless. Donc c'est pas le serverless, hein, encore une fois, c'est pas que du functionless au service. Ça peut être des apps, ça peut être des containers aussi. Donc on a les avantages du serverless où on se fout un peu de l'infrastructure à manager, etc. Parce que c'est le provider cloud qui s'en occupe. Mais on a la flexibilité qui est offerte par le monde des containers. Donc, on a dans un container, bah, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre n'importe quel langage, donc on n'est pas limité par les runtimes qui sont disponibles. On peut mettre toutes les librairies qu'on veut, on peut mettre des binaires, et puis sans oublier aussi l'écosystème qui est assez riche des images de base. Donc, on peut facilement déployer des applis containerisées en se basant sur tout ça. Cloud Run aussi, très brièvement, c'est quand même basé sur un projet open source qui s'appelle Knative, donc qui est une sorte d'ensemble d'API qui permettent de créer du serverless sur des clusters Kubernetes. Donc, je simplifie un petit peu. Ce qui veut dire que, en fait, un autre avantage d'ailleurs de ça, c'est que vous n'êtes pas, parfois c'est vrai qu'on se dit, quand on utilise un cloud provider, on peut être loqué sur la plateforme, mais en réalité, Cloud Run, ça implémente le contrat serverless, entre guillemets, de Knative, qui est une sorte de surcouche au-dessus de Kubernetes, et ce qui veut dire que votre appli Cloud Run qui tourne dans le système fully managé de Google Cloud, mais vous pouvez aussi faire tourner le même container au-dessus de Knative sur un cluster Kubernetes qui tourne chez vous. Donc ça ouvre quand même une certaine ouverture et une portabilité beaucoup plus grande voilà, par rapport à ce qui se faisait avant. Autre chose, donc le container doit suivre quand même un certain contrat, donc écoutez sur 000 et sur dollar port pour le port, mais par défaut c'est 80-80. Voilà, l'appli doit démarrer quand même relativement rapidement, on laisse 4 minutes à l'appli pour démarrer, mais heureusement pour vous, j'espère que vos applis démarrent plus rapidement que ça. Par défaut, la durée des requêtes, c'est 5 minutes, mais ça peut durer jusqu'à 1 heure. Donc, c'est stateless, c'est-à-dire que, par exemple, si vous utilisez le file system local pour stocker des fichiers temporaires, des choses comme ça, vous pouvez, mais néanmoins, la prochaine requête qui arrive va peut-être tomber sur une autre instance de votre application qui tourne en parallèle, puisqu'il y a beaucoup de requêtes concurrentes, par exemple, et vous n'aurez pas forcément les mêmes choses sur le système de fichiers. Après, vous pouvez utiliser d'autres choses comme Cloud File Store pour monter des partitions partagées, des choses comme ça. Mais en tout cas, par défaut, à l'intérieur de containers, même si vous pouvez écrire dedans, genre dans /tmp, c'est pas dit que la prochaine requête verra le même contenu. Côté ressources, donc on peut avoir, je ne sais plus si mes chiffres sont à jour, il faut que je vérifie d'ailleurs, parce que je crois que maintenant on peut aller jusqu'à 8 VCPU au max, mais par défaut c'est 2 VCPU, on peut descendre à 1 VCPU. La mémoire de 256 mégas à 8 gigas et bientôt, je ne sais plus si c'est public, mais on va pouvoir faire 16 gigas de RAM. En termes de requêtes concurrentes, on peut faire, par défaut c'est 250, mais on peut aller jusqu'à 1000 par container. On peut avoir 100 containers par défaut, mais on peut aller jusqu'à 1000 containers en faisant une requête auprès du support. Ce qui veut dire qu'on peut avoir potentiellement 1000 requêtes concurrentes sur 1000 instances de containers qui tournent. Donc potentiellement,
avoir 1 million de requêtes concurrentes sur la totalité, si vous utilisez le maximum de ressources. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, c'est chouette pour tout ce qui est stateless, HTTP, etc. L'avantage donc par rapport à App Engine Cloud Function, c'est que ça supporte aussi WebSocket, gRPC, du streaming et tout, faire du server-side event. Ça scale très très rapidement. Après, dans les contraintes, voilà, c'est éventuellement, on est peut-être moins habitué, enfin, même si les containers sont quand même maintenant bien démocratisés, mais au lieu de juste lancer une app en local, c'est vrai qu'il faut containeriser son application. C'est des choses auxquelles il faut penser. Sur Cloud Run, on peut déployer en utilisant Cloud Build, etc. Mais on peut aussi builder avec Cloud Native Build Pack. Donc, il faut réfléchir un petit peu à comment on veut builder son application. Et après, tout ce qui est CDN ou des choses comme Memcache qui est intégré à App Engine, c'est pas offert par défaut comme dans App Engine. Donc, à voir, on peut utiliser Cloud CDN, on peut utiliser Cloud Memory Store, etc. Mais ce n'est pas intégré par défaut. Il y a un petit peu plus de travail pour utiliser ce genre de service en plus et intégré à Cloud Run. Donc, voilà ce qu'on peut faire sur de serverless, en tout cas sur Cloud Functions, App Engine et Cloud Run sur GCP. Et là, maintenant, hop, je vais vous montrer quelques petites démos sur Functions, App Engine et Cloud Run. Là, je vais ici, alors déjà une première petite chose, je vais peut-être augmenter un peu la taille. Hop, comme ça. Donc là, le code que je vais vous montrer, en fait, j'ai mis sur, si vous allez sur GitHub, glaforge /mn comme Micronaut et -gcp. Et vous pourrez voir les fonctions, service Cloud Run et les App Engine que j'ai déployées et voir à quoi ça ressemble. J'ai utilisé aussi au départ, pour me générer mes applis, j'ai utilisé Micronaut Launch que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, on va commencer par Functions. Et je vais vous montrer aussi, donc là, dans Visual Studio Code. Donc, dans Visual Studio Code, comme je vous disais, il y a l'intégration, enfin, une extension, c'est le mot que je cherchais, une extension spécifique à Micronaut. Donc, qui est là, bon, là, je ne vais pas forcément l'ouvrir. Et je vais commencer, on va commencer par les fonctions. Donc, quand on crée des fonctions, en fait, sur... alors ça, c'est PubSub, et je vais commencer plutôt par celle qui est en mode web ici. Donc, j'ai créé une fonction Micronaut en utilisant Microsoft Launch pour me créer mon template de projet. Et après, donc j'ai utilisé aussi la feature dans Microsoft Launch. Je peux vous la remontrer ici. La feature GCP, non, ça s'appelle juste Function, donc Google Function, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Google Cloud Function. Et je vais enlever GraphQL, enfin peu importe, on s'en fout, qui m'a créé justement mon squelette de fonction. Donc je reviens ici. En fait, ce qui est... Alors, je vais diminuer ça aussi pour l'instant. En fait, ce qui est cool, c'est que en fait, une fonction sur Google Cloud Functions, quand on utilise Micronaut, en fait, c'est juste une appli web, un contrôleur web, dans le sens Micronaut, quoi. Donc, comment on fait un contrôleur web en Micronaut? Et en fait, on crée une classe et qu'on va annoter en disant ça, c'est un contrôleur. On peut définir genre son chemin, /webhook, et on va dire, alors, quand on ira sur /webhook, ça supporte l'opération HTTP, la méthode get, et ça fait quoi? Ça produit du texte, tout simplement. Et on peut aussi faire du post. Donc là, j'ai rajouté un post. Un autre truc sympa, donc juste histoire de vous présenter un petit peu les annotations qui sont supportées. Donc, par exemple, donc on peut faire du marshalling, unmarshalling de ce qui rentre en entrée, etc. Mais on peut aussi utiliser, par exemple, le body et en disant, ouais, là, je veux juste une string
qui contient mon body. Mais sinon, si on reçoit un payload qui est du JSON, on peut le marshaller aussi automatiquement derrière avec Jackson et tout ça, mais c'est assez transparent. Quand je déploie, non, je crois que je vais la faire tourner local. Je crois que je l'ai là. Non, là, j'étais dans ma fonction PubSub. Hook. Je vais faire tourner, par exemple, ma fonction en local. Donc là, j'utilise Gradle pour lancer ma fonction. Donc là, ma fonction, elle a mis quand même 2 secondes à se lancer, mais c'est peut-être là, si je la relance tout de suite, normalement, ça met assez peu de temps à démarrer. Bon, ouais. Normalement, c'est en dessous d'une seconde. J'entends le CPU là qui tourne. Alors, je ne sais pas trop ce que mon ordi fait. C'est peut-être à cause de ça, j'en sais rien. Et je peux aller genre sur localhost, puff. Voilà. Alors, par contre, c'est sur... Je peux l'appeler webhook, je crois. Webhook. Et voilà, hop, il m'a répondu webhook controller, donc qui me répond très rapidement. Je peux aussi faire quand même en ligne de commande et faire, voilà, j'avais la commande. Là, je peux faire un post. J'utilise HTTP, je sais pas comment on dit, plutôt que curl, parce que c'est sympa. Ah oui, mais je crois que je retourne rien d'ailleurs dans mon contrôleur ici. Ouais, je fais juste un log. Donc, si je regarde dans la sortie, il a dû me loguer mon payload JSON ici, name Guillaume. Et ensuite, bon, là, c'est juste pour vous montrer que ça tourne en local. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est une particularité de CloudFunctions, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un Functions Framework et qui est disponible dans tous les langages. Moi, j'utilise celui fait pour Java. Qui est une sorte d'API qui correspond à ce qu'est une fonction sur Google Cloud Functions. Et en fait, Micronaut a fait une intégration avec ce Functions Framework. Et ce qui est cool avec le Functions Framework, donc ça propose une API, mais ça propose également le runner de fonctions, ce qui lance vos fonctions. En fait, c'est ce qu'on appelle le Functions Framework. Ce Functions Framework, c'est ce qui est utilisé là pour faire tourner ma petite fonction locale. C'est pour ça que j'ai pu la faire tourner ici avant de la déployer sur Google Cloud. Mais je peux également, du coup, voilà, la faire tourner en local et ça tourne de la même manière que ce qui va tourner dans le cloud. Parce que c'est le Functions Framework qui tourne sur ma machine, qui tourne aussi dans le cloud. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, j'ai déployé la même fonction. Je ne sais plus quel est son URL, il faut que je retrouve. Donc ma fonction, elle est là. Ma fonction webhook. Et je vais récupérer l'URL, je ne sais plus ce que c'est. Non, trigger. Là, je suis dans la console Google Cloud. Et si je clique là-dessus, alors ça va me faire le même. Il faut que je mette le chemin qui va bien. Slash. Voici, attends. Non, c'était pour mon get, c'était quoi du coup? Ah oui, non, webhook, c'est le nom de ma fonction. Et ça doit être webhook. Hop, webhook. Et voilà, webhook controller ready. Webhook, c'est le nom de ma fonction que j'ai déployée. Et ça répond sous le chemin / webhook. Donc c'est pour ça que j'ai 2 fois webhook. Donc là, j'ai déployé. Et je peux l'utiliser. Je peux faire aussi pareil que ici, c'est-à-dire je peux faire mon petit curl ou HTTP, HTTP, et je peux passer, voilà, name égale GDG, je vais mettre Nantes par exemple, et ça va me répondre. Ah ben non, oui, ça log un truc. En fait, il faudrait que je retourne un truc, ce serait plus joli dans ma démo, et après je peux les voir dans les logs. Je dois avoir des logs là qui traînent quelque part, ça doit s'afficher. Oui, je ne suis pas en train de streamer ici, je suis en train de streamer les logs. Ah voilà, webhook, payload, c'est tout en bas, name, Nantes, etc. qui s'affiche. Il y a toujours un certain lag dans les fonctions. L'autre fonction que j'ai faite, c'est la fonction qui répond en fait à des messages sur PubSub. Alors, elle est où? Ça, c'est mon webhook. Et ma fonction PubSub, elle est ici. Donc, une fonction PubSub est un petit peu différente parce que là, cette fois-ci, elle utilise
l'API du Functions Framework. Et en fait, on peut, cette fonction, cette classe-là va implémenter la fonction background function qui est générifiée avec PubSubMessage. Ça veut dire que c'est une fonction qui reçoit des événements de type des messages PubSub. Et en fait, ce qui est assez cool, en fait, c'est que le marshalling, unmarshalling se fait automatiquement avec l'événement qui est reçu. Donc moi j'ai créé moi-même ma classe PubSub, ça ne vient pas d'une librairie, d'une API, et automatiquement, c'est marshallé, unmarshallé. Donc moi, dans ma méthode là, accept, ben, je dis, je récupère PubSub message, et je peux loguer ce qui vient dans mon message PubSub. Et la particularité ici de l'intégration en fait de Micronaut, c'est que donc ça implémente bien l'interface du Functions Framework de Google Cloud Functions pour les fonctions qui prennent des événements, mais ici ça étend une classe qui par contre elle vient de l'intégration de Micronaut et qui dit ah ben ça par contre tu me l'initialises comme une fonction Google, mais c'est une application Micronaut quand même. Donc c'est-à-dire que si par exemple moi dans ma fonction, j'ai besoin de faire de l'injection, comme je fais dans mes applications, de l'injection de dépendance, etc., comme je fais dans mes applications Micronaut habituellement, ou à la Spring Boot et autres, ou CDI et tout ça, et ben voilà, je peux dire, tiens, dans mon service, dans ma fonction, j'ai besoin d'injecter un service de logging. Et ben, je vais mettre @inject, et en fait, là, j'ai un service que j'ai annoté avec @singleton, et automatiquement, ben, mon service de logging va être injecté et configuré dans ma fonction. Donc, on a le meilleur un peu des deux mondes, toujours l'approche programmatique, etc., de Micronaut, mais sous forme de fonction pour Google Cloud Functions. Donc, du coup, c'est assez facile quand on est un développeur Micronaut pour déployer des applis, des fonctions sur GCP. Ouais, je voulais avoir assez de temps quand même pour montrer aussi App Engine et Cloud Run. Donc, je ne vais pas vous montrer cette démo-là, mais bon, elle reçoit des messages PubSub et on log le contenu du message. Donc, elle n'est pas super intéressante à montrer. Après, je voudrais vous montrer App Engine. Donc, App Engine, alors, je vais déjà vous montrer ma petite application. Elle est... non, ça, c'est mon appli Cloud Run. Mon appli, elle est Food. Je vais mettre un petit peu plus gros. Donc ça, c'est une application qui est déployée sur App Engine dans mon projet qui s'appelle Chestnut, peu importe. J'ai déployé une application avec une partie avec du contenu statique. Et en fait, là, ce que vous voyez là, c'est un truc basé sur des web components avec une librairie qui s'appelle Shoelace. Donc, c'est vraiment du HTML, du CSS, du JavaScript qui est purement statique et qui est servi par le CDN intégré à App Engine. Mais par contre, derrière, je fais appel à deux services, ici et là. Un service qui va me retourner une liste de fruits et un autre service qui va me retourner une liste de légumes. Okay, et en fait, ces deux services-là, en fait, ça va être deux services App Engine, en fait, que j'ai déployés. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent ces deux services. Donc, le premier, que j'ai appelé Backend, c'est donc une application encore... Alors oui, donc, avant que j'oublie, ici, dans ces répertoires-là, j'ai mis tous mes static assets, donc ils sont là. Donc là, on voyait select fruit, select vegetable et tout ça, ça vient de là. D'ailleurs, enfin, normalement, ouais, bref, peu importe. Donc des CSS, etc. Et ça, après, quand on regarde la configuration, il y a un fichier de configuration spécifique à App Engine. En fait, j'ai dit, bah, tout ce qui est JS, CSS, images et tout ça, c'est des assets statiques. Donc, ça va me les mettre dans le CDN d'App Engine. Alors, je vais vous montrer, du coup, à quoi ressemble le code. Il est ici, mon float controller. Donc, c'est juste une appli, encore web, HTTP, Micronaut. Donc, j'annote en disant add controller. Et qu'est-ce que je fais? Donc, ça va me retourner. Donc, je peux faire un get dessus sur /fruit. Et ça va me retourner du JSON. Et en fait, là, qu'est-ce que je fais? Je retourne en fait juste une liste de fruits
qui est, voilà, j'ai une instance, enfin, j'ai une classe fruits qui va représenter mes fruits. Et en fait, je retourne une liste d'instances de fruits et le marshalling, JSON se fait de manière totalement transparente. Donc là, ici, alors si je mettais, du coup, je ne sais plus si c'est fruit, non, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Non, fruit tout court. Ça va appeler mon appli App Engine. Et en fait, j'utilise ce JSON pour populer le select qui est ici, grâce à un petit peu de JavaScript qui va récupérer, faire un appel Ajax pour récupérer le JSON. OK. Donc ça, c'est une chose. Ah oui, je ne sais plus, j'ai pas mis des tests partout, mais je voulais juste montrer. Est-ce que je l'ai fait dedans? Ah ouais, non. Backend spec, non, il n'y a rien d'intéressant dans mes tests. Ce que je voulais dire sur les tests, c'est qu'il y a donc un framework de test. Là, ça utilise Spock, mais ça crée en fait, ça lance en fait des applis Micronaut en local, ce que je vous disais un petit peu en introduction. C'est-à-dire que c'est la vraie appli Micronaut qui est servie par le test et qu'on va tester dans nos tests. Donc, c'est plus vraiment des tests unitaires, mais c'est quand même des tests unitaires dans le sens où c'est aussi rapide que des tests unitaires. Bon, là, mon truc, il fait juste il vérifie juste que ça donne un status code OK, mais j'aurais dû vérifier le contenu des fruits et tout ça. Donc ça, ah oui, et l'autre truc que je voulais vous montrer sur App Engine, sur cette première, c'est quoi? Je ne me rappelle jamais du raccourci. Hop. Là, je suis là, et je vais aller dans mon appli. Donc là, je suis toujours dans les fonctions. Je vais aller dans / Engine Backend. Je vais vous montrer un premier truc. Alors, je peux la faire tourner avec Gradle Run, vu qu'il y a l'intégration Gradle. Et donc là, ça démarre voilà, en 1 seconde 2. Et donc, je peux utiliser et faire tourner mon appli en local sans avoir à la déployer tout le temps pour voir ce que ça donne. Et puis, je peux faire les tests unitaires et tout. Donc, rappelez-vous, remarque, je vais le faire peut-être aussi sur l'autre. Donc, ça se lance, là, par exemple, en local, on va dire en 1 seconde, grosso modo. Mais je m'étais dit, bon, je vais vous montrer qu'il y a l'intégration avec GraalVM. Donc, j'ai fait un autre service, et c'est le service avec les légumes. Donc, c'est mon service Graal. Donc, c'est l'équivalent au niveau... non, c'est pas ça, c'est Java que je vais vous montrer. Donc, ça ressemble à mon Fruit Controller, à part que là, c'est des vegetables, c'est des légumes. Et je fais la même chose, hein, contrôleur, retourne du JSON et tout. Mais par contre, alors justement, je vais faire tourner celle-ci plutôt. C'est des... je l'ai appelé Graal service. Non, je n'ai pas besoin de voir. Je vais faire Gradle Run. Donc, comme l'autre, hein, ça va se lancer en... voilà, une seconde et des poussières. Et comment je le fais tourner en natif? Alors, je crois que c'est quand... donc ça, c'est mon... Ah oui, non, c'est le back-end que j'ai configuré. Je ne sais plus quel est... Attendez, je vais juste lancer ça. Donc, c'était peut-être l'autre service que j'ai fait, que j'ai rendu natif. Et en fait, voilà. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que... je ne vais pas le tester en direct, mais en fait, regardez le temps de démarrage. Donc, au lieu de démarrer en 1 seconde, moi, j'ai lancé les commandes. Alors, il y a des commandes, Gradle task pour voir les commandes qui existent. Il y a des commandes qui permettent pardon, où est-ce que c'est non, où je l'ai fait dans l'autre. Ah non, si, voilà, c'est bien. Il y a des commandes comme native image, et on peut faire Docker build native, parce que là, je suis sur Mac, mais du coup, moi, je vais déployer après sur du Linux. Donc, pour builder l'application Micronaut avec GraalVM en mode natif. Et donc là, je l'ai packagé dans un container, même si là, ce n'est pas encore déployé sur Cloud Run qui déploie les containers. Mais c'était juste pour vous montrer que, en fait, une appli Micronaut utilisant GraalVM, du coup,
elle va se lancer voilà, en 41 millisecondes au lieu de se lancer en 1 seconde. Et en fait, j'ai pris cette même application pour Cloud Run. Main. Ah non, oui. Donc, j'ai déployé, parce qu'en fait, je crois que c'est celle-ci qui appelle ce service-là. En fait, il appelle mon service Cloud Run avec le container qui contient la native image, je crois. Mais bref, dans App Engine aussi, on peut déployer une appli Java avec native image. Hein. Ce n'est pas spécifique à Cloud Run. On peut le faire dans les deux. Voilà, par contre, je voulais vous montrer quelque chose de spécifique à Cloud Run. Donc, je vous avais dit, Cloud Run, ce qui n'est pas possible avec Cloud Functions et App Engine, c'est qu'on peut aussi faire, je vais fermer ça, on peut aussi faire, par exemple, du Server Sent Event, du gRPC même en streaming, et on peut faire du HTTP de streaming, on peut faire du WebSocket. Donc, je voulais vous montrer, donc là, c'est un truc que j'ai, alors ça, je vais l'arrêter, et je vais aller dans CD, ou je ne sais pas, je ne vais peut-être pas le lancer en local, je vais juste vous le montrer, peut-être déployé dans le cloud. Là, je me suis amusé à faire donc je voulais vous montrer l'utilisation du coup, je fais du server sent event dans celui-là. Je voulais vous montrer qu'on peut utiliser server sent events sur Cloud Run, donc chose qu'on ne peut pas faire par exemple dans App Engine. Donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est que où je vais vous montrer peut-être déjà à quoi ça ressemble. Alors, je dois l'avoir quelque part ici. Et c'est quoi? C'est live feed. Donc là, c'est des... Oups. Live feed. Le chemin. C'est ça. Je ne sais plus si ça... Ouais, si, c'est ça, c'est bon. Donc... là, en fait, c'est du server sent event. Bon, je pourrais vous montrer éventuellement dans la console web. En fait, on fait du server sent event en... donc là, ici, par exemple, on va le voir. En fait, je produis... téléphone. Je produis, en fait, comme media type, je lui dis que je produis du text event stream. Donc, c'est le media type, le MIME type, qui correspond à du server sent event. Et en fait, je vais utiliser le système réactif offert par Micronaut pour programmer de manière réactive. Et en fait, donc, ça utilise les API ReactiveX, etc. Donc, en fait, donc vous avez vu que là, je crois que c'est toutes les secondes, je vais lancer mon dé et retourner une valeur du dé quoi, qui a été lancé. Et en fait, donc toutes les demi-secondes d'ailleurs. Et en fait, donc je crée un flowable qui va me créer une sorte de tick toutes les demi-secondes. Et pour chaque tick, qu'est-ce que je vais faire? Je vais émettre une sorte de nouvel événement dans le sens server sent event, qui va être quoi? Qui va être de lancer un dé. Et mon dé, bon, je vous passe les détails, mais voilà, ça crée un random de 1 à 6. Quoi. Donc je passe, et encore une fois aussi, c'est c'est comment dirais-je, l'event, voilà, il est créé par create event ici. Non, comment ça marche déjà? Je ne sais même plus comment j'ai fait déjà. J'ai mis le prochain événement qui va être un lancer de dés, et j'arrête au bout de 100 lancers de dés. Et donc je fais j'utilise le tick pour savoir que je lance mon dé toutes les 500 millisecondes. Voilà, bon, c'est un peu long à expliquer, je ne l'ai pas très bien expliqué parce que je ne suis pas un super expert en tout ce qui est réactif, mais c'était pour vous montrer d'une part l'utilisation de server sent events, de l'intégration réactive, comment elle fonctionne dans Micronaut, et le fait qu'on peut utiliser des choses qui font du streaming sur Cloud Run. Donc là, c'était des server sent events, mais on peut faire des WebSockets, du gRPC streaming, etc. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais montrer au niveau du code, je crois, ouais.
Donc, je vais revenir ici, juste pour terminer ma présentation. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec Micronaut sur des solutions serverless. Et ben voilà, c'est tout. Et je suis ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Je vous écoute. Merci Guillaume. Merci. Alors, on n'a pas forcément beaucoup de questions. Il y a Pierre qui demande si c'était un CDN dédié à ton appli ou est-ce que c'était partagé à une région, à tout Google, etc. Alors, vraiment, le contenu Enfin, derrière, oui, il y a des CDN par... ça doit être par région, je crois, ou ouais, par région, mais vraiment, ce que j'utilise, c'est juste la partie CDN qui m'est propre à mon application. Donc, c'est parce que je vais sur cette URL-là de mon projet que je récupère ces choses dans le cache de cette espèce de gros CDN distribué. Donc, c'est partitionné, c'est-à-dire que je ne récupère pas ce qu'il y a dans le CDN qui appartiennent à d'autres projets ou d'autres personnes, quoi. C'est la seule question qui était indiquée. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans le chat là maintenant? Vous pouvez. Ouais. Inquiétude pour la sécu des données, a répondu Pierre. Alors, c'est ouais, non. Enfin, si c'est par rapport au CDN, non, il n'y a pas de. Enfin, là, après, voilà, c'est des static assets qui sont disponibles sur le web, donc c'est ouvert. Donc, c'est aussi quand on distribue des static assets sur Internet, tellement ceux qui auraient l'URL y accéderaient. Il faut garder ça évidemment en tête. Il y a une question de Dominique qui n'a pas trop à voir avec la presse, mais est-ce que tu sais si le projet de Google d'héberger chez des hébergeurs européens a avancé? Donc, héberger chez d'autres hébergeurs que Google Cloud, je ne suis pas sûr de comprendre ta question, Doge. C'est peut-être lié à l'aspect cloud souverain, peut-être, ou ce genre de choses? Je ne sais pas. Parce qu'après, en tout cas, donc, si c'est par rapport à ce que je disais sur Cloud Run, basé sur Knative, une espèce de surcouche à Kubernetes, des applis qu'on a développées, par exemple, sur Cloud Run dans son container, ce container-là, du coup, on pourrait très bien le faire tourner ailleurs, chez d'autres hébergeurs. Et puis, il y a aussi la partie Cloud Run pour Anthos, qui est la stratégie un peu hybride et multi-cloud de Google, qui fait qu'on peut effectivement faire tourner Cloud Run sur AWS, sur son propre Kubernetes, etc. Donc, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais... et après, Azure hébergé par Orange Echo. Pas que je sais. Notre réponse à ça, je pense, c'est plutôt faut regarder du côté de Anthos. Mais du coup, je ne suis pas très familier par ce que font Azure, justement, basé chez l'autre. Ouais. Donc, j'espère que oui, il dit Anthos, voilà, c'est que ça doit correspondre à la réponse. Ouais. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'échanges dans le chat, merci encore Guillaume pour cette session au GG Cloud Nantes et avec le Nantes Jug. C'est ça. Et puis à voir du coup pour refaire peut-être une session en physique, un de ces quatre. C'est vrai que maintenant ça marche, on peut de temps en temps retourner. Ouais. Alors là, il y a une question de Christophe. Intégration. Quelle API? C'est K genre Kubernetes ou quoi? Kubernetes, ouais. Si c'est ça, ouais, c'est si je comprends la question, en tout cas, c'est la surcouche, enfin, en tout cas, quand on fait du Cloud Run, c'est la surcouche, j'appelle ça une surcouche Knative, donc il y a un projet open source, mais après, ça peut tourner sur n'importe quel cluster Kubernetes sur lequel on rajoute cette surcouche, quoi. Donc, pas une distribution particulière de Kubernetes. Ouais, merci d'avoir partagé le lien dans le chat. Knative.dev. Ok. Bon, je vous souhaite à tous un bon dîner, une bonne soirée. Merci pour la présentation. Merci d'être venus pour ceux qui sont venus. Et puis, on va remettre une petite musique d'attente pour finir la session.
À bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci à tous.